En 1980, le département de la Défense des États-Unis a commandé une étude technique au colonel à la retraite Trevor N. Dupuis et à l'historien militaire Martin Van Creveld. L'objectif était de mesurer l'efficacité au combat des armées ayant participé à la Seconde Guerre mondiale. Ils ont analysé plus d'une centaine de batailles, calculé des indices d'attaque et de défense et comptabilisé les pertes infligées et subies. Les résultats ont été embarrassants pour plus d'un gouvernement et le débat qu'ils ont ouvert reste d'actualité. Cette question, apparemment simple, cache un énorme piège méthodologique. La meilleure armée peut signifier des choses très différentes. La plus meurtrière en combat direct, la plus efficace sur le plan opérationnel, la plus innovante technologiquement ou simplement celle qui a gagné. Chaque critère conduit à une réponse différente. Et aucune nation impliquée dans ce conflit n'accepte volontiers de perdre ce débat. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'entre 1939 et 1945, des forces armées de nature radicalement différentes se sont affrontées sur le champ de bataille. L'armée allemande disposait de décennies de doctrine prussienne raffinée. L'armée rouge soviétique a construit sa machine de guerre presque à partir de zéro, au milieu des ruines et des purges politiques. L'armée américaine est arrivée tardivement, mais avec une capacité industrielle sans précédent dans l'histoire. La Grande-Bretagne menait une guerre pour la survie de son empire, et le Japon combattait avec une culture du sacrifice qui a déconcerté tous ses adversaires dans le Pacifique. Ce qui sera examiné ici n'est pas de la propagande. Ce sont des faits documentés dans des archives militaires, des études académiques d'après-guerre et des mémoires de ceux qui ont vécu ces armées de l'intérieur. À la fin, il y aura une réponse. Mais pour y parvenir, il faut parcourir chacun de ces colosses à leur apogée comme dans leur moment de rupture. Le 22 juin 1941, à 3h15 du matin, 3 100 000 soldats allemands franchirent simultanément la frontière soviétique sur un front de plus de 1800 km. Il s'agissait de la plus grande opération militaire de l'histoire de l'humanité jusqu'à cette date. Ce qui la rendit possible ne fut pas seulement le nombre, ce fut la doctrine. L'armée allemande de 1941 était l'héritière directe d'une tradition militaire que Napoléon avait contrainte à se réformer radicalement en 1806. Lorsqu'il écrasa l'armée prussienne à Iéna et Auerstedt au cours d'une seule journée de combat. La défaite fut si humiliante que les réformateurs prussiens, menés par le maréchal Gerhard von Scharnhorst, puis, après la Première Guerre mondiale, par le général Hans von Seeckt, développèrent quelque chose qu'aucune autre armée au monde n'avait systématisé avec une telle cohérence, la doctrine de l'Auftragstaktik, la tactique de mission. Le principe était apparemment simple, mais révolutionnaire dans ses implications. Un commandant reçoit un objectif, non une méthode. Il comprend l'intention de son supérieur à 2 niveaux au-dessus et dispose de toute l'autorité nécessaire pour improviser les moyens d'atteindre cet objectif. Lorsque les communications étaient interrompues, lorsque la carte ne correspondait plus au terrain, lorsque l'ennemi agissait de manière imprévisible, l'officier allemand n'attendait pas les ordres. Il agissait, et dans la bonne direction, parce qu'il avait été formé à comprendre le but de l'opération dans son ensemble. Cela s'articulait avec le concept de Bewegungskrieg, la guerre de mouvement. Non pas conquérir du territoire, mais détruire la cohésion de l'ennemi, percer ses lignes, couper ses communications, désorganiser sa chaîne de commandement. Le choc psychologique produit par ce type de guerre était aussi dévastateur que l'effet physique. Les armées polonaises, françaises, yougoslaves et, dans les premiers mois soviétiques, ne s'effondraient pas par manque de courage, mais parce que leur système de commandement s'effondrait avant même que leurs soldats puissent s'organiser pour contre-attaquer. En juin 1941, l'armée allemande qui envahit l'Union soviétique comptait 19 divisions blindées, Panzer, et 14 divisions d'infanterie motorisée organisées en 4 groupes de Panzer. Une division Panzer typique de cette année-là disposait de 150 à 202 chars en théorie, bien qu'en pratique la moyenne opérationnelle se situa autour de 150. Ces divisions comprenaient 2 ou 3 bataillons de chars, 5 bataillons d'infanterie, dont 4 transportés en camion, et 3 bataillons d'artillerie équipés d'obusiers de 105 mm. Sur le papier, une division Panzer comptait environ 17 000 hommes. Il existait cependant un problème que les analyses d'après-guerre mirent clairement en évidence. Seules les 1e et 10e divisions Panzer
disposaient d'un nombre suffisant de véhicules semi-chenillés pour leur infanterie. La plupart des grenadiers, censés avancer aux côtés des chars, se déplaçaient dans des camions civils réquisitionnés en France et aux Pays-Bas, sans pièces de rechange adéquates, sans manuel en allemand et sans capacité à survivre à la boue russe. Plus révélateur encore, en juin 1941, l'armée allemande mobilisa entre 600 000 et 750 000 chevaux pour l'opération Barbarossa. Plus de 15 000 charrettes agricoles polonaises furent réquisitionnées pour transporter les approvisionnements. Au-delà des 34 divisions blindées et motorisées, le reste de la Wehrmacht avançait exactement comme en 1914, à pied avec une artillerie tractée par des animaux. Nourrir ces chevaux, en particulier les lourds percherons européens qui tirèrent les canons, représentait un cauchemar logistique dans un territoire où le fourrage était rare, et les routes se transformaient en boue à l'automne et en glace en hiver. L'étude de Dupuy et Van Creveld, analysant plus d'une centaine d'affrontements directs sur le front occidental, aboutit à une conclusion controversée. Dans des conditions équivalentes, une unité allemande infligeait environ 50% de pertes en plus qu'elle n'en subissait, aussi bien en attaque qu'en défense, en supériorité numérique comme en infériorité, en gagnant comme en perdant la bataille. Pour que les Alliés obtiennent des résultats favorables, leur division devait être supérieure de 20 à 30% en termes d'effectifs. L'une des raisons structurelles identifiées était la composition régionale des divisions allemandes. Chaque division était recrutée dans un même district militaire. Les renforts arrivaient sous forme de bataillons ayant été entraînés ensemble. Sur le front, le soldat allemand combattait aux côtés d'hommes avec lesquels il avait grandi, dont il connaissait les parents, et dont les familles vivaient dans la même ville ou région. Le lien créé par cette cohésion était impossible à reproduire avec un recrutement individualisé. Cependant, l'étude présente des limites fondamentales que ses propres auteurs ont reconnues. Elle ne prend pas en compte la reddition de 300 000 soldats allemands à Stalingrad. Elle ne mesure pas l'effet de la supériorité aérienne écrasante des Alliés sur le front occidental à partir de 1944, qui détruisait convois, dépôts de carburant et lignes ferroviaires avant que les divisions allemandes puissent manœuvrer. Si l'on ne mesure que les résultats des combats rapprochés, la Wehrmacht apparaît comme l'armée la plus efficace de la guerre. Mais les armées ne se mesurent pas uniquement au choc de l'infanterie. La Wehrmacht avait un talon d'Achille structurel que Hitler avait délibérément ignoré. L'Allemagne entra en guerre avec des réserves pratiquement nulles. Pour former les 20 dernières divisions nécessaires à l'opération Barbarossa, 3 classes de conscrits, y compris des jeunes qui auraient normalement été appelés en 1942, achevèrent leur formation de base en mai 1941, à peine un mois avant l'invasion. Le vivier de remplacement actif à ce moment-là n'était que de 321 000 hommes. Cette réserve fut épuisée au cours des premiers mois de combat en Union soviétique. Lo Katyabouy émit le 21 mai 1941 un ordre révélateur. Les ouvriers qualifiés ne seraient maintenus en service actif que jusqu'au 30 septembre de cette année-là. L'état-major allemand pensait terminer la guerre en moins de 4 mois. Cette hypothèse allait devenir le germe de sa propre destruction. À l'aube du 22 juin 1941, l'Union soviétique disposait dans ses districts militaires occidentaux de 2 313 414 hommes, 12 683 chars, dont 10 508 opérationnels, et 47 divisions aériennes. C'était numériquement la plus grande armée du monde. Au cours des 18 jours suivants, environ 28 divisions soviétiques furent encerclées et détruites. À la fin de 1941, l'armée rouge avait perdu plus de 3 millions de prisonniers et subi un nombre de pertes que l'historien David Glantz décrit comme sans précédent dans l'histoire militaire moderne. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 1937. Entre cette année-là et 1941, Joseph Staline exécuta ou envoya dans des camps de travail en Sibérie pratiquement toute la direction de l'armée rouge. Les chiffres confirmés par les archives militaires russes déclassifiées après 1995 sont stupéfiants. Sur 16 commandants de districts militaires, les 16 furent purgés. 90% des adjoints, chefs d'état-major et chefs de section de ces districts également. 80% des commandants de corps et de division. 91% des commandants de régiments, de leurs adjoints et de leurs chefs d'état-major.
3 des 5 maréchaux de l'Union soviétique furent exécutés. Sur un total estimé de 75 000 à 80 000 officiers, entre 34 000 et 54 700 furent révoqués ou éliminés. Le vide fut comblé dans l'urgence. En 1938, le major S.S. Biryuzov arriva à la 30e division de fusiliers d'Irkoutsk après avoir terminé sa formation d'officier d'état-major. Il trouva le commandant de la division, le commissaire politique et tous les officiers d'état-major arrêtés. Lui, officier de 3 grades inférieurs et avec 10 ans d'expérience, de moins que nécessaire, se retrouva à la tête de la division. Le résultat fut visible en Finlande entre novembre 1939 et mars 1940. L'Armée rouge attaqua une nation de 4 millions d'habitants avec environ 200 000 hommes, 1000 chars et 700 avions sur le seul isthme de Carélie. Les Finlandais, avec des divisions comptant 3 000 hommes de moins que leurs homologues soviétiques et un tiers de l'artillerie autorisée, les arrêtèrent pendant 2 mois. À Suomussalmi, la 44e division de fusiliers, venue de Kiev sans préparation au combat arctique, fut presque entièrement détruite. Ces véhicules restèrent bloqués sur la seule route praticable, incapables de manœuvrer dans les forêts où les skieurs finlandais les découpaient et les anéantissaient. La 163e division, qui attaqua depuis le nord, subit le même sort. Le coup final de la guerre d'hiver, entre 125 000 et 166 000 pertes soviétiques pour obtenir la cession de l'isthme de Carélie. Une victoire tactiquement honteuse qui convainquit Hitler que l'armée rouge était un colosse aux pieds d'argile qui s'effondrerait au premier coup sérieux. Ce qui suivit fut l'un des processus de transformation institutionnelle les plus rapides de l'histoire militaire. Tandis que ces fronts s'effondraient et que ces armées étaient encerclées, le commandement soviétique fit simultanément 3 choses. Créer de nouvelles unités de réserve, écarter les commandants incompétents et réapprendre à faire la guerre. Pour chaque armée que les Allemands détruisaient en 1941, la Stavka, le haut commandement soviétique, en constituait une nouvelle. Les tableaux statistiques compilés par Glantz et Haus dans When Titans Clashed sont éloquents. L'Armée rouge mobilisa et réorganisa des dizaines d'armées durant les mois les plus sombres de 1941 en utilisant 14 millions de réservistes entraînés, une ressource dont l'Allemagne, contrainte par les restrictions du traité de Versailles, était tout simplement dépourvue. Georgi Konstantinovitch Zhukov, le général qui avait écrasé les Japonais à Khalkhin Gol en août 1939, stoppant leur avancée en Mongolie par une manœuvre en tenaille anticipant la doctrine des opérations en profondeur, fut nommé chef d'état-major en janvier 1941. Sa fermeté était légendaire. Sa disposition à contredire Staline, chose inhabituelle à cette époque de terreur politique, lui sauva la vie et lui permit de devenir l'architecte de la contre-offensive de Moscou en décembre 1941. La bataille de Moscou fut le premier indice de ce qui allait suivre. Le 5 décembre 1941, avec des températures comprises entre moins 25 et moins 38 degrés Celsius, sur un front où les soldats allemands mouraient, littéralement gelés dans leurs tranchées, chaussés de bottes en cuir conçues pour une campagne d'été qui aurait dû se terminer en octobre, l'Armée rouge lança une contre-offensive qui repoussa la Wehrmacht de 100 à 280 km sur plusieurs secteurs. Ce ne fut pas élégant. Ce ne fut pas peu coûteux, pas élégant. Ce ne fut pas peu coûteux, mais cela fonctionna. Le char T-34 mérite une mention particulière car son impact doctrinal et psychologique sur les commandants allemands a été documenté dans de nombreux rapports d'après-guerre. Lorsque les Allemands le rencontrèrent dans les premières semaines de l'opération Barbarossa, leur canon anti-char de 37 mm était pratiquement inutile contre son blindage incliné. Seuls les canons de 88 mm, initialement conçus comme artillerie antiaérienne et contrôlés par la Luftwaffe, pouvaient l'arrêter efficacement. Le T-34 était équipé d'un moteur diesel Fink 2 de 500 chevaux, d'une autonomie d'environ 450 km sur route et d'une vitesse maximale de 54 km par heure. Il était robuste, difficile à entretenir, et ses équipages mouraient en proportion effrayante en raison de trappes mal conçues et de radios peu fiables. Mais en nombre et en capacité de production, il n'avait pas d'égal. L'industrie soviétique, évacuée vers l'Oural et la Sibérie durant le chaos de 1941,
reconstitua sa capacité de production à une vitesse qui déconcerta les analystes du Troisième Reich. Au second semestre de 1941, alors qu'une grande partie du territoire européen de l'URSS était sous occupation allemande, les usines soviétiques produisirent 4500 chars. L'Allemagne, durant la même période, en produisit 2875. L'écart ne cessa de se creuser les années suivantes. Le 19 novembre 1942, le général Alexandre Vassilievski coordonna l'opération Uranus depuis le quartier général de la Stavka. À 7h30 du matin, par moins 18 degrés, 3 fronts soviétiques lancèrent un double mouvement en tenaille. Le front du sud-ouest du général Nikolaï Vatoutine attaqua vers le sud depuis les positions au nord de la boucle du Don. Le front de Stalingrad du général Andreï Eremenko attaqua vers le nord depuis les positions au sud de la ville. En 4 jours, les deux bras refermèrent l'encerclement autour de la 6e armée du général Friedrich Paulus et des restes de la 4e armée blindée. Environ 300 000 soldats de l'Axe se retrouvèrent encerclés. Ce qui suivit dura jusqu'au 2 février 1943. Le maréchal Erich von Manstein tenta de percer depuis l'extérieur avec le groupe d'armées Don, s'approchant à moins de 50 km du périmètre avant d'être repoussé. Paulus, qui reçut le bâton de maréchal de Hitler le 30 janvier comme signe tacite qu'il devait se suicider plutôt que de se rendre, choisit de survivre. Lui et 91 000 survivants, dont seulement 6 000 reviendraient en Allemagne avant 1956, marchèrent vers la captivité. L'aspect le plus significatif de Stalingrad ne fut pas le nombre de morts. Ce fut ce qu'elle révéla sur la capacité opérationnelle soviétique. Le Stavka avait gardé secrète pendant des semaines la concentration de près d'1 million de soldats et de plus de 900 chars sur les flancs du saillant. La tromperie fut si efficace que le haut commandement allemand, averti en octobre 1941 de la faiblesse des flancs roumains et hongrois couvrant le corridor de Stalingrad, n'agit pas. L'une des raisons était le mépris systématique envers les renseignements signalant la reconstitution soviétique. Sur les cartes de l'OKH, l'armée rouge avait cessé d'exister. Le 5 juillet 1943, la Wehrmacht lança l'opération Citadelle dans le but de réduire le saillant de Koursk. Environ 900 000 soldats allemands, 2 700 chars et canons d'assaut, ainsi que 2 500 avions y participèrent. C'était, selon le général des blindés Heinz Guderian, qui s'opposa à l'opération, la dernière tentative de maintenir l'initiative sur le front de l'Est. Le Stavka le savait. Des mois auparavant, le renseignement soviétique, y compris les données fournies par le réseau d'espionnage, connu sous le nom de Lucie, opérant depuis la Suisse, avait rapporté les détails du plan allemand. Les généraux Georgi Zhukov et Alexei Antonov conçurent une défense en profondeur sans précédent. 8 lignes défensives successives, 2400 km de tranchées, 400 000 mines antipersonnelles et antichars, ainsi que des réserves stratégiques conservées intactes pour la contre-offensive. Lorsque les Allemands attaquèrent, ils percèrent les premières lignes au prix d'efforts considérables. Au nord, le groupe d'armées centre avança à peine de 12 km en une semaine. Au sud, le groupe d'armées sud atteignit le village de Prokhorovka où, le 12 juillet 1943, eut lieu l'un des plus grands affrontements de chars de l'histoire. Environ 600 chars allemands contre 850 soviétiques sur un front de un peu plus de 8 km. La 5e armée de chars de la garde du lieutenant-général Pavel Rotmistrov subit des pertes dévastatrices, mais l'avance allemande fut stoppée. Le 12 juillet, tandis que la bataille de Prokhorovka faisait encore rage, les fronts soviétiques de l'Ouest et de Bryansk lancèrent l'opération Kutuzov au nord, frappant le flanc de la 9e armée allemande engagée dans l'offensive au nord du saillant. Hitler ordonna la suspension de l'opération Citadelle le 13 juillet. L'initiative stratégique sur le front de l'Est ne reviendrait jamais aux mains allemandes. Le 23 juin 1944, un jour après le 3e anniversaire de l'opération Barbarossa, l'armée rouge lança l'opération Bagration contre le groupe d'armées centre. 4 fronts soviétiques, coordonnés par les maréchaux Vassilevski et Zhukov en tant que représentants de la Stavka, attaquèrent simultanément en plusieurs points du saillant biélorusse. La tromperie préalable, la Maskirovka, avait convaincu le haut commandement allemand que la prochaine attaque aurait lieu au sud, en Ukraine. Ils y concentrèrent leurs réserves blindées.
En 10 jours, le groupe d'armées Centre cessa d'exister en tant que force combattante organisée. 28 divisions allemandes furent détruites ou encerclées dans des poches. Les pertes allemandes dépassèrent 300 000 hommes, entre morts, blessés et prisonniers, avec des estimations encore plus élevées. L'avance soviétique atteignit 600 km de profondeur en 2 mois. Par la proportion de forces détruites en si peu de temps, ce fut la plus grande défaite tactique subie par la Wehrmacht pendant toute la guerre, plus importante encore que Stalingrad. La différence avec l'armée rouge de 1941 était abyssale. En 1944, la Stavka planifiait des semaines à l'avance, concentrait ses forces en secret grâce à des déplacements nocturnes et des communications strictement contrôlées. Lançait des attaques de reconnaissance qui infiltraient les défenses ennemies avant l'assaut principal et engageait ses armées de chars à travers les percées avec une rapidité qui ne permettait plus aux Allemands d'établir des défenses en profondeur. Les jeunes capitaines et commandants qui dirigeaient les avant-gardes avancées, les Peredoviers Otriadi, des détachements de 800 à 2000 hommes ouvrant la voie aux armées de chars, opéraient avec une initiative tactique et une compréhension de l'objectif opérationnel qu'il aurait été impossible d'imaginer durant l'été chaotique de 1941. L'armée de terre des États-Unis qui combattit pendant la Seconde Guerre mondiale était, à bien des égards, une création de la guerre elle-même. En 1939, l'armée régulière américaine ne comptait qu'environ 175 000 hommes, un effectif inférieur à celui de l'armée portugaise. La mobilisation qui suivit Pearl Harbor en décembre 1941 fut gigantesque. En 1944, les forces terrestres dépassaient les 8 millions d'hommes. Mais la rapidité de cette expansion eut un coût. L'étude de Dupuy et Van Creveld a mis en évidence des différences structurelles significatives. Une division d'infanterie américaine standard comptait sur le papier environ 13 000 hommes. Pour maintenir cette division pleinement opérationnelle, il fallait environ 43 000 hommes de soutien logistique. À l'inverse, une division allemande d'élite de 20 000 hommes nécessitait environ 10 000 hommes de soutien. La proportion de combattants effectifs par rapport à l'effectif total était nettement plus élevée dans la Wehrmacht. Le système de remplacement américain présentait un autre problème documenté. Les nouvelles recrues étaient affectées individuellement aux unités, et non avec les camarades avec lesquels elles s'étaient entraînées. Dans de nombreux cas, le soldat ne connaissait aucun membre de son unité à son arrivée au front. De plus, les soldats les plus aptes physiquement et mentalement avaient tendance à être sélectionnés par les unités administratives, qui contrôlaient la répartition et préféraient conserver le meilleur personnel. Dans l'armée allemande, le processus était exactement inverse. Le personnel le plus qualifié était systématiquement réservé aux unités de combat de première ligne. Les soldats américains, en outre, combattaient jusqu'à la mort, la blessure ou une maladie grave. Il n'existait pas de rotation régulière du front. En revanche, les divisions allemandes étaient périodiquement retirées pour se reposer et se reconstituer. Cette différence dans la gestion de l'épuisement au combat eut des effets mesurables sur la cohésion et l'efficacité. Cependant, réduire l'armée américaine à ses limitations tactiques serait profondément injuste. Sa véritable doctrine de guerre n'était pas le combat d'infanterie. C'était la destruction de l'appareil logistique et de commandement de l'ennemi avant même que les infanteries ne s'affrontent. La puissance aérienne tactique américaine en Europe occidentale à partir de 1944 représenta quelque chose de nouveau dans l'histoire de la guerre moderne. Les chasseurs-bombardiers P-47 Thunderbolt et P-51 Mustang ne se contentaient pas d'escorter les bombardements stratégiques contre les usines allemandes. Ils patrouillaient les routes et les voies ferrées du front occidental avec une telle constance qu'il devenait pratiquement impossible pour les colonnes allemandes de se déplacer de jour. À l'été 1944, les divisions blindées tentant de rejoindre la Normandie pour contre-attaquer mettaient des jours à parcourir des distances qui, en conditions normales, auraient nécessité quelques heures, car dès qu'une colonne de chars apparaissait à découvert, les avions alliés fondèrent sur elle. La logistique américaine n'avait pas non plus d'équivalent. Le système d'approvisionnement qui maintint les forces de Patton en mouvement lors de sa progression de la Normandie jusqu'à la Meuse à l'été 1944, appelé la Red Ball Express, mobilisait 12 000 camions et livrait jusqu'à 12 500 tonnes de ravitaillement par jour à une armée avançant sur des centaines de kilomètres.
Lorsque Patton interrompit son avance en août 1944 faute de carburant, il ne s'agissait pas d'une limitation opérationnelle de l'armée. Ce fut une décision politique d'Eisenhower de ralentir sa progression afin de permettre aux armées britanniques de conserver le rôle principal dans le secteur nord. La 3e division d'infanterie, qui combattit de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Autriche, passa plus de jours au combat que pratiquement toute autre unité de n'importe quelle armée durant la guerre. Le soldat Audie Murphy, qui en janvier 1945 monta sur un char détruit et en flammes pour utiliser sa mitrailleuse de calibre 50 pendant 1 heure contre une compagnie allemande de plus de 250 soldats et 6 chars Tiger tandis que le char brûlait sous ses pieds, reçut la Medal of Honor avec le rapport officiel suivant de ses actions. Il infligea environ 50 pertes allemandes lors de cet unique épisode et arrêta la contre-attaque. Ce type de combattant individuel existait dans l'armée américaine. Le problème structurel était que le système tendait à le gaspiller dans des fonctions administratives au lieu de le concentrer dans les unités de première ligne. L'armée britannique de la Seconde Guerre mondiale portait un paradoxe historique. Elle était l'armée de la puissance qui avait remporté la Première Guerre mondiale au prix le plus élevé imaginable, et ce souvenir pesait sur chaque décision opérationnelle. Les généraux britanniques de 1939 avaient été lieutenants et capitaines sur la Somme et à Passchendaele. Ils avaient vu 57 000 hommes mourir le premier jour de la Somme, le 1er juillet 1916. Ils ne voulaient pas revivre cela. Cette prudence tendait à se manifester par un excès de planification et une faible prise de risque tactique. Mais elle relevait aussi de la rationalité d'une puissance consciente de ne pas pouvoir remplacer indéfiniment ses morts. La Grande-Bretagne comptait environ 47 millions d'habitants en 1939, une réserve démographique bien inférieure à celle de ses principaux alliés et ennemis. Chaque division perdue représentait, en termes relatifs, une hémorragie que l'URSS ou les États-Unis pouvaient absorber plus facilement. Le 8 février 1942, les soldats du général Tomoyuki Yamashita commencèrent à traverser le détroit séparant la Malaisie de l'île de Singapour à l'aide d'une flotte improvisée de 150 embarcations locales, transportant 4000 hommes lors de la première vague. Les défenseurs disposaient de 70 000 combattants, soit presque le double des attaquants. La garnison de Singapour était, sur le papier, la plus grande forteresse de l'Empire britannique en Asie. Elle possédait d'énormes canons navals orientés vers la mer, des réserves de ravitaillement et des structures défensives. Ce qui lui manquait, c'était la volonté de combattre. Les causes de l'effondrement survenu en 8 jours furent multiples et documentées dans des dizaines de récits d'après-guerre. Le général Arthur Percival dispersa ses forces pour défendre les 72 km de côte de l'île, empêchant toute concentration de forces au point de passage japonais. Les unités indiennes récemment recrutées, dont l'expansion rapide avait conduit à la présence d'officiers britanniques n'ayant que 6 mois de formation et souvent incapables de communiquer en ourdou avec leurs propres soldats, cédèrent face aux tactiques japonaises d'infiltration et de bruit nocturne. Des unités australiennes, selon le contre-amiral Jack Spooner, se contentèrent de fuir et se transformèrent en une foule désorganisée. Le commandant de la 8e division australienne, le général de division Gordon Bennett, quitta Singapour en avion alors que ses hommes combattaient encore, arrivant en Australie 12 jours plus tard. Le 15 février 1942, Percival signa la capitulation la plus humiliante de l'histoire de l'armée britannique. 85 000 soldats déposèrent les armes. Winston Churchill, qui avait exigé dans un télégramme à Wavell une résistance jusqu'à la dernière balle, et que les commandants et officiers supérieurs doivent mourir avec leurs troupes, n'obtint aucune réponse. Le fossé entre la culture militaire bureaucratique de l'armée impériale et les exigences extrêmes de la guerre moderne apparut avec une clarté sans précédent. Ce qui rendit le désastre de Singapour particulièrement révélateur ne fut pas le nombre de pertes, mais la structure de l'échec. L'armée britannique, dans ce théâtre et à ce moment, manquait de ce que l'armée allemande avait perfectionné pendant des décennies, l'initiative tactique décentralisée et l'entraînement à opérer de manière cohérente lorsque les communications s'effondraient. Lorsque les téléphones de campagne étaient coupés, comme l'a documenté Max Hastings dans son ouvrage Inferno, certaines unités recouraient à la trompette pour communiquer. En 1942,
Toutefois, juger l'armée britannique uniquement à l'aune de Singapour serait aussi injuste que de juger l'armée rouge uniquement à partir des encerclements de 1941. Ce qui suivit en Afrique du Nord révéla un visage totalement différent. Le maréchal Bernard Law Montgomery prit le commandement de la 8e armée le 13 août 1942, 10 jours avant que Rommel ne lance l'attaque d'Alam el-Alfa. Montgomery possédait une qualité que ses critiques reconnaissent rarement. Il lisait le champ de bataille avec une clarté analytique que peu de commandants, dans quelque armée que ce soit, pouvaient égaler. Il n'attaquait pas avant d'avoir une supériorité écrasante. Mais lorsqu'il attaquait, il savait exactement quel objectif il visait et ne détournait pas de ressources vers des objectifs secondaires. La bataille d'El Alamein, commencée le 23 octobre 1942, en est l'exemple le plus clair. 195 000 soldats alliés avec 1029 chars affrontèrent 116 000 hommes de l'Axe avec 496 chars, dont beaucoup italiens et techniquement inférieurs. En 12 jours de combat, l'Afrika Korps subit entre 55 000 et 60 000 pertes et perdit la majeure partie de son artillerie et de ses blindés. Ce qui permit à Montgomery de tout savoir sur les positions, les plans et l'état logistique de Rommel avant chaque action fut le renseignement ultra, produit par les cryptologues de Bletchley Park qui avaient percé le code Enigma allemand. Alan Turing et son équipe déchiffraient quotidiennement les communications cryptées du haut commandement allemand, de la Luftwaffe et de la Kriegsmarine. Lorsque Rommel envoyait un rapport à Berlin décrivant ses réserves de carburant, ses intentions offensives et les faiblesses de ses unités, Montgomery le lisait avant que l'encre ne sèche. Les convois de ravitaillement de l'Afrika Korps en Méditerranée, identifiés par Ultra, étaient interceptés par la Royal Navy et la Royal Air Force, avec une régularité que Rommel décrivit dans ses mémoires comme inexplicable, sans savoir que ses propres communications le trahissaient. Les pertes de tonnage de ravitaillement de l'Axe en Méditerranée passèrent de 15 386 tonnes en juillet 1942 à 170 000 tonnes au cours des 2 mois suivants. Ce n'était pas de la magie, c'était du renseignement systématique appliqué avec une précision opérationnelle. C'est peut-être là la contribution la plus singulière de l'armée britannique à la victoire alliée, non pas l'héroïsme individuel de ses soldats sur la Somme ou à Dunkerque, mais la construction d'un appareil de renseignement technique sans précédent historique qui multiplia la valeur de chaque combattant allié capable de l'exploiter. Cependant, l'armée britannique, qui débarqua en Normandie en juin 1944, montrait des signes d'un épuisement moral sans équivalent chez ses alliés américains ni chez ses adversaires allemands. De nombreux vétérans du théâtre méditerranéen, qui avaient combattu de l'Afrique du Nord à l'Italie, étaient amers à l'idée de risquer à nouveau leur vie en France. Les unités ayant combattu en Sicile et sur le continent italien traversaient la Manche avec un mélange d'expérience aguerrie et de méfiance systématique envers leur propre commandement. Hastings rapporte que le 3e Royal Tanks faillit se mutiner avant le jour J, inscrivant des slogans sur les murs de leur caserne à Aldershot. Le bataillon fut sauvé par un nouveau commandant qui gagna leur confiance. Lors de la campagne de Normandie, la 51e division des Highlands, vétérane d'Afrique du Nord, fut décrite par son propre état-major comme plus amollie qu'endurcie par ses mois d'entraînement en Angleterre. Lors de l'avance vers Caen, les divisions blindées britanniques montrèrent une réticence systématique à progresser de manière indépendante, sans le soutien de l'infanterie, ce qui frustra à plusieurs reprises Montgomery. La contrainte démographique se révéla finalement déterminante. La Grande-Bretagne commença à manquer de renforts d'infanterie à l'automne 1944 et dut dissoudre des unités entières pour en maintenir d'autres à effectif complet. Cette contrainte ne pouvait être résolue ni par la doctrine ni par l'entraînement. C'était de la pure arithmétique. La Royal Air Force et la Royal Navy, là où la Grande-Bretagne était inégalée, l'image de l'armée britannique serait incomplète sans mentionner que les 2 armes où la Grande-Bretagne montra le plus de compétences n'étaient pas terrestres. La Royal Air Force remporta la bataille d'Angleterre à l'été 1940, lorsque 2936 pilotes, dont 544 venus de Pologne, de Tchécoslovaquie, de Nouvelle-Zélande, du Canada et d'autres pays du Commonwealth, repoussèrent la tentative de la Luftwaffe d'établir la supériorité aérienne au-dessus de la Manche. Les chiffres officiels britanniques
indique que le Fighter Command abattit 1887 avions allemands au prix de 1023 appareils perdus entre juillet et octobre 1940. La victoire ne fut pas écrasante. Elle fut marginale. Mais elle fut suffisante et préserva le seul territoire en Europe occidentale depuis lequel il était possible de poursuivre la guerre. La Royal Navy paya un prix brutal pour maintenir l'Empire connecté. La défense de Malte entre 1940 et 1943 coûta au service un cuirassé, 2 porte-avions, 4 croiseurs, un mouilleur de mines, 20 destroyers et 40 sous-marins. Lors du seul convoi pédestal d'août 1942, sur les 14 navires marchands partis, 9 furent coulés ou rendus inutilisables. Les 5 qui atteignirent Malte livrèrent 32 000 tonnes de ravitaillement et 12 000 tonnes de charbon. Cela suffit à empêcher la reddition de l'île et à maintenir la menace sur le flanc sud des lignes de ravitaillement de l'Axe en Méditerranée. L'armée impériale japonaise présenta à ses adversaires du Pacifique quelque chose qu'aucun manuel occidental n'avait envisagé. Une force combattante organisée sur le principe que la mort au combat était préférable à la reddition. Le code Bushido, adapté par le régime militaire japonais depuis le milieu du XIXe siècle, n'était pas une tradition culturelle diffuse. C'était une doctrine institutionnelle opérationnelle codifiée avec précision par les ordres de l'armée impériale et les règlements de campagne japonais. Se rendre à l'ennemi constituait le déshonneur suprême pour le soldat japonais et une violation de ses devoirs envers l'empereur, figure divine dans la culture politique de l'ère Showa. Les prisonniers de guerre japonais n'étaient pas considérés avec compassion. Ils étaient vus comme déshonorés, des hommes ayant choisi la honte plutôt que la mort. Les conséquences tactiques de cette culture se manifestaient par une férocité défensive sans équivalent dans aucune autre armée de la guerre. À Iwo Jima, une île volcanique de seulement 21 km², 22 000 défenseurs japonais sous le commandement du général Tadamichi Kuribayashi résistèrent pendant 36 jours depuis un labyrinthe de 18 km de tunnels creusés dans la roche volcanique, du 19 février au 26 mars 1945. Les Marines américains mirent 36 heures à conquérir le mont Suribachi, qui, selon les doctrines militaires conventionnelles, aurait dû tomber en quelques heures face à la supériorité écrasante des attaquants. À la fin de la bataille, les Marines avaient subi 26 000 pertes, dont 6 800 morts. Sur les 22 000 défenseurs japonais, seuls 216 furent capturés vivants. Les autres moururent dans leurs tunnels ou lors des attaques Banzai finales. Avant Iwo Jima, l'armée japonaise avait démontré en Malaisie une capacité de guerre de mouvement qui déconcerta tous ses adversaires. La campagne, commencée le 8 décembre 1941, révéla une armée ayant appris en Chine une leçon que la plupart des armées occidentales ne traitaient encore que théoriquement. La vitesse de progression compense les faiblesses logistiques. Yamashita engagea 3 divisions dans la campagne, la 5e, la 18e et la division de la garde impériale. Ces 35 000 hommes reçurent 6 000 bicyclettes par division, en plus de 500 véhicules motorisés. Sous la chaleur tropicale, les pneus crevaient fréquemment et des équipes de réparation de 2 hommes affectés à chaque compagnie réparaient en moyenne 20 pneus par jour. Les soldats transportaient des sacs de 27 kg sur les porte-bagages et pédalaient jusqu'à 20 heures par jour. Ils traversèrent les rivières en portant les bicyclettes au-dessus de leur tête. Les officiers n'étaient pas exemptés. Le lieutenant-colonel Yosuke Yokoyama, commandant d'un régiment du génie, suivait l'infanterie à bicyclette, inspectant personnellement les destructions britanniques et dirigeant les réparations des ponts à l'aide de bois provenant des scieries locales réquisitionnées par ses troupes en chemin. Les divisions de Yamashita avaient combattu en Chine, non dans la jungle. Lorsqu'elles débarquèrent en Malaisie, c'était la première fois que ces soldats pénétraient dans un environnement de jungle tropicale. Ce qui compensa cette inexpérience fut une agressivité systématique. Chaque fois que les défenseurs établissaient une position et que la résistance devenait sérieuse, les Japonais n'attaquaient pas de front. Ils lançaient un nouveau débarquement amphibie pour contourner la position. Les Britanniques, qui avaient construit leur plan défensif sur l'hypothèse que la jungle était impénétrable pour des forces motorisées, découvrirent que l'infanterie japonaise s'y déplaçait sans difficulté, à pied et à bicyclette.
La ligne de Jitra, que les planificateurs britanniques estimaient capable de tenir entre 2 semaines et 1 mois, fut percée en 15 heures par à peine 500 hommes japonais, avec des pertes de 27 morts et 83 blessés. Les défenseurs laissèrent derrière eux 50 canons de campagne, 50 mitrailleuses lourdes, 300 camions et des provisions pour une division entière pendant 3 mois. Le colonel Masanobu Tsuji, officier d'état-major de la 25e armée japonaise, décrivit la campagne par une phrase qui résumait l'ampleur du désastre britannique. En 55 jours, les forces de Yamashita avancèrent en moyenne de 12 miles par jour, livrèrent 95 combats et réparèrent 250 ponts. Lorsqu'elles atteignirent l'île de Singapour, elles étaient presque à court de munitions. Percival disposait du double de leurs effectifs. Et pourtant, il se rendit. Cependant, les vertus de l'armée japonaise étaient indissociables de ses vices. Le même code qui produisait des défenseurs prêts à mourir jusqu'au dernier homme engendrait aussi une résistance doctrinale à reconnaître l'échec stratégique et à ajuster les objectifs en conséquence. Les commandants japonais qui suggéraient une retraite ou une révision des objectifs s'exposaient à la honte institutionnelle et souvent au suicide. Cela engendra une rigidité du commandement supérieur aux conséquences opérationnelles dévastatrices. À Guadalcanal, entre août 1942 et février 1943, le haut commandement japonais entretint une hémorragie pendant 6 mois en envoyant des renforts insuffisants en vagues séparées, chacune étant battue par les marines américains avant l'arrivée de la suivante, au lieu d'admettre que l'île était irrécupérable et de l'évacuer. Le résultat final fut la perte d'environ 25 000 soldats japonais, 600 avions et des dizaines de navires, dans une campagne qui, à cette échelle, n'aurait pas dû durer plus de 3 semaines si la décision opérationnelle avait prévalu sur l'orgueil institutionnel. L'armée japonaise ne développa pas non plus de doctrine anti-sous-marine efficace, ni l'intégration entre ses forces terrestres et navales requises par les opérations du Pacifique. Ces sous-marins, qui auraient pu interrompre les lignes d'approvisionnement américaines dans le Pacifique central, furent majoritairement utilisés pour ravitailler des garnisons isolées plutôt que pour attaquer le commerce ennemi, à l'inverse de la doctrine allemande avec ses U-boots dans l'Atlantique. Les sous-marins américains, quant à eux, coulèrent 53% du tonnage marchand japonais durant la guerre, privant les îles de matières premières et les garnisons du Pacifique de ravitaillement. Une armée capable de mourir brillamment sur une île sans ressources n'est, d'un point de vue stratégique, qu'un groupe d'hommes armés attendant de mourir. En décembre 1941, l'aviation de l'armée et de la marine japonaise constituait peut-être la force aérienne la plus expérimentée au combat réel au monde. Les pilotes du porte-avions qui attaqua Pearl Harbor avaient passé des années dans la guerre en Chine. Le Zero, le chasseur Mitsubishi A6M, possédait une autonomie et une maniabilité sans équivalent parmi les avions alliés à ce moment du Pacifique. Durant les premières semaines de la guerre, les pilotes japonais abattirent des avions américains et britanniques dans des proportions dévastatrices. Cependant, le système japonais de formation des pilotes n'était pas conçu pour des pertes massives. Les programmes produisaient des pilotes extrêmement compétents, mais en nombre très limité. Et les processus de formation étaient si longs que remplacer les pertes était structurellement impossible au rythme exigé par la guerre. Lors de la bataille de la mer de Corail en mai 1942 et à Midway en juin de la même année, le noyau de pilotes expérimentés commença à s'éroder de manière irréversible. Lors de la bataille de la mer des Philippines en juin 1944, l'aviation navale japonaise fut pratiquement anéantie. Les aviateurs américains abattirent 480 avions japonais contre 130 pertes propres. Les pilotes américains appelèrent ce jour le grand tir aux pigeons des Mariannes. À la fin de 1944, l'armée impériale en arriva à transformer la perte de pilotes en doctrine. Les kamikazes étaient la réponse d'un système de formation incapable de produire des aviateurs aptes à combattre à armes égales. Le 1er septembre 1939, l'armée polonaise comptait environ 39 divisions d'infanterie, 11 brigades de cavalerie et 2 brigades motorisées, face à 62 divisions allemandes, dont 9 divisions blindées, Panzer. Les proportions étaient dévastatrices, mais la campagne de Pologne ne fut pas l'effondrement en quelques jours que la légende populaire a construit.
Elle dura 35 jours de combats organisés, plus longtemps que la résistance de la France face à la même Wehrmacht 10 mois plus tard. L'armée polonaise du maréchal Édouard Ritz-Śmigły opérait avec de graves désavantages structurels. La Pologne était un pays dont le budget de défense était inférieur à celui de la municipalité de Berlin, selon la description d'Anthony Beevor dans The Second World War. Ces quelques milliers d'unités motorisées, militaires et civiles combinées, ne suffisaient pas à soutenir le rythme de mouvement requis par la doctrine de contre-attaque. Son artillerie était en grande partie issue de la Première Guerre mondiale. Et le 17 septembre, lorsque l'Union soviétique attaqua par l'arrière conformément au pacte Molotov-Ribbentrop, la direction stratégique du pays s'effondra car les plans de défense n'avaient pas envisagé la possibilité d'un double front simultané contre les deux plus grandes puissances voisines. Cependant, l'étude de Dupuy et Van Creveld révéla quelque chose que l'issue catastrophique tendait à obscurcir. Les résultats défensifs de l'armée polonaise en 1939, mesurés en pertes infligées par rapport aux pertes subies, dépassaient en efficacité ceux de l'armée rouge en 1941. La Pologne, avec moins d'espace pour se replier, sans aucun allié actif et avec l'armée soviétique s'enfonçant dans ses arrières, perdit plus lentement que l'armée soviétique ne le ferait avec ses 14 millions de réservistes entraînés et l'immensité de son territoire. Les forces polonaises qui s'échappèrent par la Roumanie et la Hongrie continuèrent à combattre pendant toute la guerre sous commandement allié. La 2e division de fusiliers des Carpates défendit Tobrouk en 1941. Le 2e corps polonais du général Władysław Anders prit le monastère de Monte Cassino le 18 mai 1944 après que 4 tentatives précédentes, dont une massive de la 4e division indienne et une autre de la division néo-zélandaise, eurent échoué. Les divisions polonaises en Italie gagnèrent une réputation de férocité au combat que même Alexander, peu enclin aux éloges, reconnut dans ses rapports. Le prix en fut la politique de Yalta. Les soldats polonais ayant combattu sous le drapeau allié retournèrent dans un pays devenu satellite soviétique sans avoir pu décider de leur destin. Le Regio Esercito, l'armée royale italienne, fut la démonstration la plus claire de ce qui se produit lorsqu'une armée est mobilisée pour une guerre que ses soldats ne comprennent pas et que ses officiers ne savent pas mener. Mussolini déclara la guerre à la France et à la Grande-Bretagne le 10 juin 1940, lorsque les armées de Hitler avaient déjà percé le front français et que la victoire semblait imminente. Le Duce voulait être du côté des vainqueurs à la table des négociations de paix. Ce qu'il obtint fut le début de 3 années d'humiliation militaire qui épuisèrent l'Italie sans produire aucun avantage stratégique pour l'Axe. En Libye, face aux forces du général Richard O'Connor, le Regio Esercito montra les conséquences d'une armée sous-équipée affrontant des adversaires modernes. Lors de la bataille de Bardia en janvier 1941, la 7e division blindée britannique et la 6e division d'infanterie australienne capturèrent 45 000 prisonniers italiens, 462 canons et 127 chars en 2 jours de combat. Ces chiffres ne reflètent pas la lâcheté, mais l'écart entre ce que les soldats italiens pouvaient faire avec les moyens dont ils disposaient et ce qui leur était demandé. Leurs canons anti-chars de 47 mm étaient pratiquement inutiles contre les chars Matilda II avec leurs 70 mm de blindage. Leurs chars Caro Armato M11/39 de 11 tonnes et armés d'un canon de 37 mm étaient totalement obsolètes face aux blindés alliés de l'époque. Cependant, les soldats italiens qui combattirent dans des conditions appropriées, avec un équipement adéquat et sur un terrain favorable, démontrèrent une valeur individuelle que le stéréotype forgé par les défaites dans le désert tendait à effacer. La défense de Tobrouk par les divisions Bologna et Brescia en juin 1942, avant sa capture par Rommel, dura plusieurs semaines de plus que ce que l'Africa Corps avait prévu. Les parachutistes de la division Folgore à El Alamein en octobre 1942 résistèrent aux attaques de la 8e armée pendant 6 jours dans des positions dépourvues d'approvisionnements adéquats en eau et en munitions, dans un secteur où l'avance alliée fut particulièrement bien documentée dans les archives de la 8e armée, comme la plus coûteuse de toute la bataille. Le Regio Esercito montra également une division interne que l'armée allemande ne connaissait pas. Beaucoup de ses officiers supérieurs savaient que la guerre était une erreur dès le départ.
Le maréchal Pietro Badoglio, qui ordonna l'invasion de la Grèce en octobre 1940 sans conviction ni préparation, fut relevé de ses fonctions lorsque la campagne aboutit au seul cas d'une armée de l'Axe repoussée hors de son territoire dans les premières années de la guerre, forçant l'Allemagne à intervenir dans les Balkans au printemps 1941, ce qui retarda le début de l'opération Barbarossa de plusieurs semaines que certains historiens considèrent comme décisive pour la survie de l'armée rouge durant l'hiver 1941. La guerre la plus longue de la Seconde Guerre mondiale ne commença pas en septembre 1939. Elle débuta en juillet 1937 lorsque l'armée impériale japonaise franchit le pont Marco Polo près de Pékin et lança une invasion à grande échelle du territoire chinois qui durerait 8 ans. En 1939, l'armée japonaise avait occupé les principales villes côtières et une grande partie du nord-est de la Chine, contraignant le gouvernement nationaliste du généralissime Chiang Kai-shek à se replier vers l'intérieur dans la ville de Chongqing. L'armée nationaliste chinoise était une force de dimensions énormes et aux capacités inégales. En théorie, le gouvernement de Nankin, puis de Chongqing, mobilisa plusieurs millions de soldats. En pratique, la plupart de ces divisions étaient des formations locales sous le contrôle de seigneurs de guerre régionaux qui conservaient leur propre loyauté et répondèrent de manière sélective au gouvernement central. Le niveau d'entraînement variait tellement que les 30 divisions réorganisées en 1937 sous encadrement allemand, les divisions allemandes de Chiang, combattirent à Shanghai contre les Japonais avec un niveau de compétence qui surprit favorablement les observateurs allemands eux-mêmes, y compris le général-oberst Hans von Seeckt, qui avait supervisé une partie du processus de réforme. Cependant, ces divisions furent détruites à Shanghai et à Nankin, et la capacité de les remplacer par des équivalents de même qualité était limitée. La Chine ne disposait pas de la base industrielle nécessaire pour produire des armements modernes à grande échelle. L'artillerie était rare et en grande partie obsolète. Les chars étaient en nombre si réduit qu'ils étaient opérationnellement insignifiants. L'armée nationale révolutionnaire dépendait de l'infanterie et de la géographie d'un pays immense qui rendait la conquête totale impossible, même pour l'armée japonaise. La contribution la plus significative de la Chine à la guerre ne se mesurait pas en victoire tactique. Elle se mesurait au nombre de divisions japonaises qu'elle immobilisa. 1 million de soldats japonais restèrent sur le théâtre chinois jusqu'en 1945, incapables d'être redéployés vers le Pacifique ou la Mandchourie. Sans cette immobilisation, les campagnes des îles du Pacifique auraient affronté des garnisons japonaises nettement plus nombreuses et mieux approvisionnées. Le général Joseph Stilwell, qui commandait les forces américaines dans le théâtre Chine-Birmanie-Inde et eut des frictions constantes avec Chiang Kai-shek au sujet du contrôle opérationnel des troupes, résuma le dilemme central en une phrase : « La Chine fournit les hommes, mais n'a pas les moyens de les employer efficacement. » Le dilemme de Chiang était exactement l'inverse de celui de la Grande-Bretagne. Il disposait de soldats en nombre presque illimité, mais d'aucun appareil industriel pour les armer et les approvisionner. L'armée française de 1940 était numériquement comparable à l'armée allemande. 94 divisions contre 89 de la Wehrmacht sur le front occidental durant la campagne de mai et juin. Elle disposait de plus de chars que les Allemands, dont le char B-1 bis avec 60 mm de blindage frontal, pratiquement invulnérable aux canons anti-chars allemands standard de 37 mm. Elle possédait la ligne Maginot, un ouvrage d'ingénierie défensive sans précédent qui coûta 7 milliards de francs et mobilisa 194 000 travailleurs. Et elle gardait le souvenir de Verdun, où entre février et décembre 1916, la France subit 377 000 pertes en stoppant l'avance allemande. Ces souvenirs furent le poison qui paralysa l'état-major français. La doctrine Maginot n'était pas simplement une ligne de fortification, c'était une conception mentale qui privilégiait la défense statique au mouvement, concentrait la logistique en points fixes et formait les officiers à administrer des positions plutôt qu'à manœuvrer. Lorsque le général Erich von Manstein proposa, et que Hitler approuva, de passer par les Ardennes avec le gros des divisions blindées, le général Maurice Gamelin, commandant en chef français, ne considéra pas cette route comme une menace sérieuse, car ses propres évaluations affirmaient que les Ardennes étaient impénétrables pour des forces mécanisées. Les Ardennes étaient boisées et accidentées. Les chars avaient besoin de routes. Donc les Allemands ne pouvaient pas y passer en nombre suffisant.
Le 10 mai 1940, 7 divisions blindées traversèrent les Ardennes dans un embouteillage de véhicules s'étendant sur 250 km vers l'Allemagne. Les unités de reconnaissance françaises qui détectèrent le mouvement envoyèrent des rapports qui remontèrent lentement la chaîne de commandement et arrivèrent trop tard à l'état-major pour permettre une réponse efficace. Le 14 mai, 4 jours après le début de l'offensive, la 7e division blindée du général Rommel franchit la Meuse à Dinant. Le 19e corps du général Heinz Guderian la franchit à Sedan. La rupture du front était irréparable. Les 35 jours qui suivirent montrèrent une armée incapable de s'adapter car sa structure de commandement n'était pas conçue pour le rythme imposé par le Bewegungskrieg allemand. Les ordres arrivaient en retard. Les contre-offensives étaient organisées pour des situations qui n'existaient plus lorsqu'elles commençaient. La 4e division blindée du colonel Charles de Gaulle attaqua le flanc du Corridor Panzer à Laon le 17 mai et parvint à exercer une pression suffisante sur le premier groupe blindé de Guderian pour que Berlin, alarmé, ordonne une pause de 48 heures. Mais cette pause ne fut pas exploitée car l'armée française ne disposait ni des réserves ni de la coordination nécessaire pour tirer parti de ce moment. De Gaulle attaqua avec ce qu'il avait. Ce n'était pas suffisant et l'occasion passa. Ce que la France produisit après 1940, en revanche, ce furent des troupes qui combattirent efficacement dans des cadres compensant les limites structurelles de l'armée métropolitaine. Le général Alphonse Juin et son corps expéditionnaire français en Italie, composé principalement de soldats marocains de l'armée d'Afrique, montrèrent lors de la bataille de Monte Cassino en mai 1944 ce qu'une infanterie de montagne motivée et bien commandée pouvait accomplir. Les troupes de Juin traversèrent le massif des Orunsi, que les planificateurs alliés avaient considéré comme impraticable pour des forces régulières, et ouvrirent le flanc du front de Cassino là où aucun commandant allemand n'attendait une attaque. La percée qui suivit conduisit à la chute de Rome le 4 juin 1944. L'armée allemande ne fut jamais seule. Sur le front de l'Est, aux côtés de la Wehrmacht, combattirent des forces roumaines, hongroises, italiennes, finlandaises, slovaques, croates et espagnols, et à l'extrême nord, l'armée finlandaise comme alliée informelle. Leur contribution fut quantitativement significative mais qualitativement inégale. La Roumanie fournit les 3e et 4e armées lors de la campagne de 1942. La 3e armée roumaine, qui couvrait le flanc nord du saillant de Stalingrad, fut la cible du coup nord de l'opération Uranus le 19 novembre 1942. Ces divisions d'infanterie ne disposaient pas de l'artillerie anti-chars nécessaire pour arrêter les 500 chars de la 5e armée de chars soviétique. En une seule journée, la 3e armée roumaine fut anéantie. Le général allemand Friedrich Paulus, commandant de la 6e armée à Stalingrad, avait signalé à plusieurs reprises à l'OKH que les flancs roumains constituaient le point faible du saillant. Ces rapports furent ignorés. La Wehrmacht paya cette erreur par 300 000 hommes encerclés. La 8e armée italienne sur le Don, qui participa également à la campagne de Stalingrad, connut le même sort lorsque l'armée rouge lança l'opération Saturne en décembre 1942. Ces divisions d'infanterie, qui ne disposaient même pas de tracteurs d'artillerie motorisés, affrontèrent les chars soviétiques avec des canons que les artilleurs tiraient à la main dans la neige. Sur les 220 000 soldats italiens présents sur le front du Don, 114 000 furent tués ou capturés lors de la retraite de l'hiver 1943. Seuls 10 000 revinrent en Italie. L'armée finlandaise mérite une mention particulière, car elle démontra quelque chose que ni les Allemands, ni les Soviétiques, ni les Américains, ni les Britanniques n'égalèrent: la capacité de combattre les plus grandes armées de l'histoire pendant 4 ans et demi avec une population totale de 6 millions d'habitants, tout en maintenant son indépendance nationale. Le maréchal Carl Gustaf Emil Mannerheim, âgé de 72 ans en 1940, avait dirigé la défense finlandaise contre l'armée rouge durant la guerre d'hiver de 1939 à 1940. Entre juin 1941 et septembre 1944, l'armée finlandaise maintint un front de 1000 km face à des forces soviétiques largement supérieures. Ces 350 000 soldats mobilisés dans une nation de 3,7 millions d'habitants représentaient un taux de mobilisation qu'aucune autre démocratie occidentale n'atteignit proportionnellement.
Lorsque la situation stratégique devint intenable à l'été 1944 après une offensive massive de l'armée rouge sur l'isthme de Carélie, Mannerheim négocia un armistice séparé avec l'URSS en septembre 1944, acceptant un coût territorial important mais préservant la souveraineté du pays. L'analyse systématique de plus de 100 batailles sur les fronts occidental et oriental a révélé quelque chose que le récit de la victoire alliée tente à minimiser. Sur le front occidental, lorsque des unités allemandes affrontaient des unités américaines et britanniques dans des conditions similaires, l'armée allemande infligeait de manière constante environ 50% de pertes en plus qu'elle n'en subissait. Cela restait stable, que les Allemands attaquent ou défendent, qu'ils soient en supériorité numérique ou en infériorité, et même durant les derniers mois de 1944 et 1945, alors que l'Allemagne était en retraite constante. Sur le front oriental, les chiffres étaient encore plus extrêmes. Les chercheurs ont conclu qu'une division allemande en attaque équivalait opérationnellement à 3 divisions soviétiques en défense. Une division allemande en position défensive bien préparée pouvait être équivalente à jusqu'à 7 divisions soviétiques en attaque. Dans les pires moments de 1941 à 1942, des cas documentés montrent que les pertes soviétiques dépassaient de 400% celles des Allemands lors d'affrontements directs. L'étude a également révélé un élément qui a remis en question de manière inattendue l'orgueil polonais. Les résultats défensifs de l'armée polonaise en septembre 1939 étaient plus efficaces que ceux de l'armée rouge en 1941, malgré le fait que les Polonais disposaient de moins d'espace pour se replier et subissaient une attaque simultanée de l'URSS par l'arrière. Dupuy lui-même a souligné avec rigueur académique les limites de son analyse. L'étude mesure les résultats du combat direct. Elle ne mesure pas la reddition collective de 300 000 Allemands à Stalingrad. Elle ne mesure pas les 7 000 chars et véhicules blindés détruits par l'aviation alliée sur le front occidental entre juin et septembre 1944 qui n'ont jamais tiré un seul projectile contre l'infanterie. Elle ne mesure pas l'effet des sous-marins américains sur le Japon, ni celui des bombardiers Lancaster sur les raffineries de pétrole roumaines qui approvisionnaient la Wehrmacht. La conclusion la plus révélatrice est la suivante. Si la guerre était mesurée uniquement selon les paramètres de cette étude, l'Allemagne n'aurait pas perdu en 1945. La Wehrmacht a été vaincue par des facteurs que le combat rapproché ne capture pas. En octobre 1944, les armées du général Dwight D. Eisenhower faisaient face à un problème qu'aucun commandement allemand n'aurait imaginé. Elle disposait de plus de soldats prêts à combattre qu'elle ne pouvait en approvisionner. Les ports du nord de la France étaient encore aux mains des Allemands ou endommagés par leur retraite, et la célèbre Red Ball Express de camions ne suffisait pas à ravitailler l'ensemble du front. La solution fut de stopper Patton sur la Meuse et de donner la priorité à l'avance britannique vers les ports de la Manche. Cela met en évidence un point fondamental que l'étude de Dupuy ne saisit pas. La guerre remportée par les États-Unis n'a pas été principalement une guerre d'infanterie. Ce fut une guerre de production. Entre 1940 et 1945, les États-Unis ont produit 86 000 chars, 286 000 avions, 8,5 millions de fusils et près de 15 millions de tonnes de ravitaillement pour leur propre armée, ainsi que 11 millions de tonnes supplémentaires livrées aux Alliés dans le cadre du programme Lend-Lease, y compris à l'Union soviétique. Le Lend-Lease vers l'URSS comprenait plus de 400 000 camions, 2 000 locomotives et 11 000 wagons de chemin de fer. Glantz et House soulignent que cette flotte de camions américains a permis à l'armée rouge de soutenir logistiquement des avancées de 400 à 600 km, telles que l'exigeaient les opérations en profondeur de 1944 à 1945. L'armée rouge disposait de la doctrine et des soldats. Le Lend-Lease américain lui a fourni les camions nécessaires pour appliquer cette doctrine à l'échelle continentale. Ce fait est crucial pour comprendre la nature de la victoire alliée. Ce n'est pas une seule armée qui a gagné. C'est une coalition dans laquelle chaque composante a apporté quelque chose que les autres ne pouvaient fournir dans la même mesure. Le verdict. Quelle fut la meilleure armée? Celui qui attend une réponse en une seule phrase a raison de l'attendre, mais se trompe s'il pense qu'elle est simple.
La question de la meilleure armée de la Seconde Guerre mondiale est, en réalité, un ensemble de questions distinctes qui se chevauchent et auxquelles chaque école historiographique a répondu selon ses propres méthodes, ses propres archives et, souvent, ses propres préférences nationales. Pendant la guerre froide, l'historiographie occidentale a eu tendance à minimiser le rôle soviétique et à présenter la guerre comme une entreprise anglo-américaine avec un front secondaire à l'Est. Les généraux allemands capturés et leurs mémoires, rédigés en captivité ou en exil avec l'urgence de ceux qui doivent se disculper, ont construit un récit que Glantz et Hauss ont justement appelé le mythe de la supériorité allemande. La Wehrmacht n'aurait pas perdu à cause du mérite de l'armée rouge, mais en raison de l'ingérence d'Hitler, du froid russe et de l'écrasante supériorité numérique d'un ennemi qui envoyait des vagues de soldats comme si les vies humaines n'avaient pas de valeur. Cette version des faits convenait aux alliés occidentaux pendant la guerre froide, qui avaient besoin de réhabiliter les militaires allemands comme alliés potentiels face à l'URSS. Et elle convenait également aux généraux allemands eux-mêmes, qui cherchaient à survivre au jugement de l'histoire sans répondre des crimes de la guerre d'extermination qu'ils avaient servis. À l'opposé, l'historiographie soviétique d'après-guerre a construit le récit d'un peuple soviétique qui, par son héroïsme et son sacrifice, aurait vaincu seul le fascisme. Cette version minimisait systématiquement le programme américain de Lend-Lease, ignorait les catastrophes de 1941 et 1942 ou les attribuait à la trahison et au sabotage, et élevait au rang d'épopée ce qui était en réalité une combinaison de sacrifices réels, de production industrielle extraordinaire, d'apprentissage douloureux et d'aide alliée, ce que les archives militaires russes déclassifiées après 1991 ont confirmé par des chiffres que la version officielle n'avait jamais reconnus. La réponse correcte exige de séparer les questions qui se confondent en une seule et de répondre à chacune d'elles à partir des données disponibles. Critère 1, efficacité tactique en combat direct. Selon ce critère, la réponse de l'étude de Dupuy et Van Creveld est, dans leurs propres termes, sans équivoque, la Wehrmacht. L'analyse de plus d'une centaine de batailles sur les fronts occidental et oriental a montré que les unités allemandes infligeaient systématiquement environ 50% de pertes, en plus qu'elles n'en subissaient dans des conditions comparables, indépendamment du fait qu'elles attaquent ou défendent, qu'elles disposent d'une supériorité numérique ou soit en infériorité, et tout au long de la guerre, y compris pendant les années de retrait de 1943 à 1945. Les raisons structurelles de cette efficacité étaient multiples et se renforçaient mutuellement. La cohésion régionale des divisions allemandes créait un lien social que les études de psychologie militaire d'après-guerre identifieraient comme le facteur principal de la résistance au combat. Un soldat de la Wehrmacht en 1940 et un ou 1942 connaissait personnellement les hommes avec lesquels il combattait. Ses camarades de tranchée provenaient du même village, du même quartier, de la même région. Leurs familles se connaissaient. Les renforts arrivaient par bataillons ayant été entraînés ensemble, et non comme des individus anonymes affectés à des unités qui n'avaient plus besoin d'eux sur le plan émotionnel. Cette cohésion n'était pas sentimentale, elle était opérationnelle. Elle déterminait si un soldat continuait d'avancer lorsque son sergent tombait, s'il maintenait sa position lorsque l'officier de compagnie ne répondait pas à la radio, s'il se coordonnait avec l'unité adjacente sans recevoir d'ordres explicites. À cette cohésion s'ajoutait l'Auftragstaktik, la doctrine de mission qui donnait à chaque sous-officier et officier de compagnie la compréhension de l'objectif de son supérieur situé 2 niveaux au-dessus, ainsi que l'autorité d'improviser les moyens tant que la finalité restait claire. Lorsque les communications échouaient, lorsque la carte ne correspondait plus au terrain, le soldat allemand n'attendait pas d'ordre. Il agissait dans la direction exigée par le but de l'opération. Cette capacité d'initiative décentralisée était pratiquement impossible à reproduire avec des conscrits n'ayant reçu que quelques semaines d'entraînement et des cadres qui ne les avaient rencontrés que quelques jours avant la bataille. L'armement individuel contribuait également de manière vérifiable. La MG-42, avec une cadence de tir comprise entre 1200 et 1500 coups par minute, produisait une densité de feu de suppression que les Bren britanniques ou les BR américains ne pouvaient égaler. Une seule MG-42 bien positionnée pouvait bloquer l'avancée d'une compagnie d'infanterie en terrain découvert.
Le fusil d'assaut MP-44, introduit en 1943, combinait la cadence de tir automatique avec la portée effective d'un fusil, une combinaison que le M1 Garand américain surpassait en précision semi-automatique à titre individuel, mais que l'arme allemande compensait par la puissance de feu par mètre de front. Dans le combat de tranchées et lors de l'avance en terrain ouvert, la supériorité de l'armement de groupe allemand était réelle et documentée. Cependant, Dupuy lui-même a souligné avec rigueur les limites de l'analyse, et ces limites sont aussi importantes que les conclusions. L'étude mesure les résultats du combat direct, unité contre unité, dans des conditions relativement comparables. Elle ne prend pas en compte 3 facteurs qui ont déterminé le résultat stratégique de la guerre de manière plus décisive que tout ratio de perte. La reddition massive d'unités allemandes entières, encerclées sans issue, la destruction logistique causée par l'aviation alliée avant même que les unités n'entrent en contact, et l'effondrement industriel de l'Allemagne sous l'effet combiné du bombardement stratégique et de la perte des territoires occupés. La reddition de Stalingrad, en février 1943, a annulé des années d'efficacité tactique en un seul événement. 300 000 soldats, dont 24 généraux et un maréchal, capturés ou tués. Cette armée n'a pas été vaincue en combat direct. Elle a été encerclée par une manœuvre opérationnelle que les paramètres de l'étude de Dupuy ne mesurent pas. Si l'on ne considère que les résultats du combat rapproché, la Wehrmacht apparaît comme l'armée la plus efficace de la guerre. Mais les armées ne se mesurent pas uniquement dans le choc des infanteries, et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est avant tout celle des opérations qui ont rendu possible ces combats dans les conditions où ils se sont déroulés. Selon ce critère, la réponse est l'armée rouge, et l'écart avec tout autre concurrent est abyssal. Aucune autre armée de l'histoire, dans aucun conflit documenté, n'a parcouru une distance institutionnelle aussi grande en si peu de temps sous une pression aussi extrême. À l'été 1941, l'armée rouge était une institution dont les cadres avaient été décapités par les purges, dont la doctrine avait été abandonnée sous pression politique et dont les soldats combattaient sans coordination tactique élémentaire. Les commandants répartissaient leurs forces uniformément le long du front, au lieu de les concentrer sur les points d'effort principaux, parce qu'ils ne comprenaient pas ou craignaient d'appliquer les principes de concentration des forces. La coordination entre infanterie et artillerie, l'ABC de la guerre moderne, échouait systématiquement. Les actions offensives des premiers mois étaient des attaques frontales sans manœuvre de flanc ni tromperie, exécutées avec la rigidité de quelqu'un qui suit un scénario appris par cœur sans en comprendre le but. Le niveau d'initiative était si faible que les officiers agissant de leur propre initiative risquaient l'arrestation, la rétrogradation ou l'envoi au goulag. Le commissaire politique accompagnant chaque unité avait autorité pour remettre en question les décisions tactiques du commandant et signaler une activité contre-révolutionnaire, si les ordres n'étaient pas exécutés exactement comme ils avaient été donnés. Dans cet environnement, la prudence institutionnellement rationnelle était la paralysie tactique. L'armée qui paya ce prix en 1941 fut la même qui, en 1944, exécuta des opérations de tromperie d'une sophistication qui déconcerta les meilleurs analystes de l'état-major allemand. La transformation eut 3 moteurs principaux. Le premier fut la sélection darwinienne brutale de la guerre. Les commandants qui n'apprenaient pas mouraient ou étaient rétrogradés à cause des défaites. Ceux qui apprenaient survivaient, étaient promus et accumulaient de l'expérience. Les très jeunes capitaines et commandants qui, en 1941, comprenaient à peine comment coordonner un bataillon étaient en 1944 des généraux de division planifiant des opérations de corps d'armée avec une compétence reconnue par leurs adversaires allemands, même s'ils ne voulaient pas l'admettre publiquement. Georgi Zhukov, Alexandre Vassilevski, Konstantin Rokossovski, Ivan Bagramian, Rodion Malinovski, tous mûrirent sous la pression de la guerre et survécurent aux purges, aux défaites et aux catastrophes qui auraient détruit des institutions moins résilientes. Le deuxième moteur fut le retour à la doctrine des opérations en profondeur de Tukhachevski. Ce ne fut pas un acte conscient de réhabilitation idéologique. Ce fut une redécouverte pratique par essai et erreur de principes corrects que les purges avaient temporairement enfouis. Les officiers soviétiques qui survécurent à 1941 et 1942 comprirent par expérience directe que les attaques frontales contre des défenses préparées
étaient des massacres organisés. Ils commencèrent à expérimenter les manœuvres de flanc, les concentrations de force et la tromperie préalable. Chaque opération laissait des enseignements qui étaient systématisés, diffusés parmi les commandants et appliqués à l'opération suivante. La Maskirovka, concept soviétique de tromperie opérationnelle qui incluait les mouvements nocturnes des unités, la construction de positions factices, le maintien d'un strict silence radio avant les attaques et le déplacement des axes principaux d'avance vers le secteur le moins surveillé par l'ennemi, atteignit en 1944 un niveau de sophistication tel que le colonel-général Reinhard Gehlen, chef du renseignement du front de l'Est allemand et l'un des analystes les plus capables du Reich, était incapable de la décrypter avec les outils disponibles. Le tableau 13-1 de Glantz et Haus enregistre la corrélation des forces au début de l'opération Bagration, le 22 juin 1944. 178 divisions soviétiques contre 63 allemandes, 1 254 300 soldats contre 336 573, 4070 chars et canons d'assaut contre 495, 34 016 pièces d'artillerie contre 2589 et 4853 avions contre 602. La supériorité était de 8,2 contre 1 en blindés et de 13,1 contre 1 en artillerie. Mais ces chiffres n'expliquent pas pourquoi l'Allemagne n'a pas vu venir le coup. Ce qui explique l'aveuglement allemand, c'est la Maskirovka, le déplacement nocturne des réserves soviétiques, maintenues à 50 ou 60 km derrière le front jusqu'au dernier jour avant l'attaque, le maintien d'un silence radio absolu privant le renseignement d'origine électromagnétique allemand de sa source la plus fiable, et la construction de positions factices dans le secteur ukrainien qui convainquit Gehlen que l'effort principal viendrait de là. L'état-major allemand identifia 60% des forces soviétiques face au groupe d'armées centre, mais ne détecta pas l'une des armées de chars de la garde. Il estima devoir affronter 1800 chars et canons d'assaut au lieu des 4070 réels. Le troisième facteur fut la confiance croissante que Staline commença à accorder à ses généraux à partir de 1942. Glantz et Haus mettent en évidence un schéma qui contraste directement avec l'évolution d'Hitler. Tandis que le Führer resserrait son contrôle sur son armée à mesure que les défaites s'accumulaient, Staline desserrait le sien à mesure que les victoires commençaient. Des officiers de rang intermédiaire racontèrent après la guerre avoir été convoqués au Kremlin, non pour être réprimandés, mais pour donner leur évaluation honnête de la situation, et que Staline écoutait sans représailles. Cette ouverture institutionnelle progressive était exactement l'opposé de ce dont l'armée allemande avait besoin pour fonctionner selon l'Auftragstaktik, et exactement ce dont l'armée rouge avait besoin pour régénérer l'initiative tactique que les purges avaient détruite. Critère 3, contribution décisive aux résultats de la guerre. Selon ce critère, la réponse est également l'armée rouge, et les chiffres sont si probants que les études académiques sérieuses des 30 dernières années ne les contestent pas. Elles ne discutent que les décimales. Du 22 juin 1941 au 8 mai 1945, le front de l'Est fut le principal théâtre de la guerre allemande. En juin 1941, lorsque l'Allemagne attaqua l'Union soviétique, 3,05 millions d'Allemands franchirent la frontière. Moins d'1 million de soldats allemands étaient déployés sur tous les autres théâtres combinés, y compris l'Afrique du Nord, les Balkans, la Norvège et l'Allemagne elle-même. Au 1er octobre 1943, 63% de la force totale de la Wehrmacht, soit 2 565 000 soldats, combattaient à l'Est. Le 1er juin 1944, 12 jours avant le débarquement de Normandie, 239 équivalents de divisions allemandes, soit 62% de la force totale, se trouvaient encore sur le front de l'Est. Les Allemands considéraient le théâtre occidental comme une zone de semi-repos, selon la caractérisation de Glantz et Haus, fondée sur les propres documents de planification de l'OKH. En novembre 1942, le même mois où Montgomery vainquit Rommel à El Alamein en infligeant 60 000 pertes à 4 divisions allemandes et à une force italienne plus importante, l'armée rouge lança l'opération Uranus, encercla la 6e armée allemande, endommagea gravement la 4e armée blindée et détruisit les 3e et 4e armées roumaines.
Le bilan fut de plus de 50 divisions de l'Axe éliminées de l'ordre de bataille et de 300 000 hommes capturés ou tués. En termes de forces détruites sur la même période, le front de l'Est consomma plus du double de ce que produisit la campagne d'Afrique du Nord pendant toute sa durée. Les chiffres des pertes allemandes totales constituent la preuve définitive. Au 30 avril 1945, les pertes totales de la Wehrmacht s'élevaient à 11 135 500, dont 6 035 000 blessés. Sur ce total, près de 9 millions tombèrent à l'Est. En incluant les prisonniers, 13 488 000 Allemands, soit 75% de tous les mobilisés et 46% de la population masculine adulte allemande de 1939, furent mis hors de combat. Parmi eux, 10 758 000 tombèrent ou furent capturés sur le front de l'Est. L'inscription « Mort à l'Est », que l'on peut lire sur des dizaines de milliers de pierres tombales dans les cimetières allemands, constitue la statistique démographique la plus éloquente de l'Europe du XXe siècle. Critère 4. Ampleur stratégique et puissance de coalition. Selon ce critère, la réponse change, et la réponse est l'appareil de guerre américain dans sa totalité, et non seulement l'armée de terre. L'armée de terre américaine présentait des limitations tactiques réelles et documentées. Mais la guerre de 1939 à 1945 ne fut pas seulement une guerre d'infanterie. Ce fut une guerre de système, de production industrielle, de logistique maritime, de puissance aérienne stratégique, de cryptographie et de capacité à projeter la force à l'échelle mondiale simultanément sur des théâtres séparés par des milliers de kilomètres. Dans ce système complexe, la contribution américaine était structurellement irremplaçable. Sans la production américaine de camions, de locomotives et de wagons transférés à l'URSS via le programme Land-Lease, chaque offensive soviétique de 1944 et 1945 aurait épuisé ses réserves logistiques plus rapidement, aurait nécessité des pauses plus longues entre les opérations pour reconstituer les lignes d'approvisionnement et aurait permis à la Wehrmacht d'échapper à davantage d'encerclements. Glantz et House estiment que sans le Land-Lease et sans l'ouverture du front occidental, Staline aurait eu besoin de 12 à 18 mois supplémentaires pour vaincre la Wehrmacht. Le résultat final aurait été le même. Le coût aurait été des millions de morts soviétiques supplémentaires, et les armées de l'armée rouge auraient atteint les côtes de l'Atlantique au lieu de s'arrêter sur l'Elbe. Sans le bombardement stratégique allié de 1943 à 1945, qui détruisit la capacité de production de carburant d'aviation allemand et força la Luftwaffe à retirer la majeure partie de ses avions à l'intérieur de l'Allemagne pour défendre les usines, le front oriental aurait bénéficié d'un soutien aérien allemand que les forces soviétiques n'auraient pas pu neutraliser de manière aussi décisive. Le 1er août 1943, l'attaque des B-24 Liberator de l'US Army Air Forces contre les raffineries de pétrole de Ploiesti, en Roumanie, coûta 54 des 177 appareils engagés, mais endommagea 42% de la capacité de raffinage de l'opération la plus critique pour l'approvisionnement en carburant de la Wehrmacht à l'Est. Cette attaque, et celles qui suivirent, réduisirent progressivement la disponibilité du carburant aérien allemand jusqu'à ce que la Luftwaffe ne puisse plus opérer à grande échelle sur aucun front. Le débat sans fin, la Wehrmacht contre l'armée rouge en termes absolus. La question que les historiens militaires continuent de débattre, et que l'étude de Dupuy n'a pas complètement résolue, est de savoir laquelle des deux armées aurait gagné si elles s'étaient affrontées dans des conditions d'égalité tout au long de la guerre. La question est par définition hypothétique. Elles ne se sont jamais affrontées dans des conditions égales. Toutefois, les données disponibles permettent de formuler une réponse raisonnée. En 1941, la Wehrmacht était supérieure dans tous les aspects mesurables. Doctrine, commandement tactique, cohésion, armement des unités et coordination des armes combinées. L'armée rouge, à ce même moment, était une institution décapitée, terrorisée et doctrinalement vide, qui survécut non par ses mérites tactiques, mais grâce à la profondeur de son territoire, à l'ampleur de ses réserves humaines et à l'échec allemand à évaluer correctement le coût de l'entreprise qu'ils avaient engagée. En 1944, l'équilibre avait changé de manière significative. L'armée rouge de 1944 planifiait ses opérations des semaines à l'avance, concentrait ses forces en secret, exécutait des tromperies complexes et efficaces,
engageait des armées de chars avec rapidité et précision et soutenait des exploitations en profondeur de 400 à 600 km. La Wehrmacht de 1944 était une armée en recul constant, avec des divisions en moyenne à moins de 50% de leur effectif, sans réserve stratégique, avec une chaîne de commandement où l'initiative avait été écrasée par les interférences répétées d'Hitler, et avec une production industrielle systématiquement réduite par la campagne de bombardement alliée. Glantz et House, dans la conclusion de When Titans Clashed, offrent la synthèse la plus précise disponible. En 1941, l'armée rouge fit face à la force irrésistible de la Wehrmacht et ne céda pas, alors que la logique militaire conventionnelle indiquait qu'elle aurait dû s'effondrer. Au cours de 4 années de combats qui consommèrent des ressources et des initiatives humaines sans précédent historique, l'armée rouge survécut, se transforma et triompha. La force irrésistible fut totalement détruite. Un autre angle d'analyse fréquemment abordé dans les débats historiques concerne les commandants. Quelle armée a produit les meilleurs généraux? La réponse est ici plus nuancée mais inconfortable pour l'historiographie allemande. Erich von Manstein est considéré par beaucoup comme le meilleur opérateur militaire de la guerre. Sa contre-offensive lors du 3e Kharkov en février et mars 1943, qui rendit la ville au contrôle allemand après l'avancée soviétique post-Stalingrad, fut un chef-d'œuvre de manœuvre avec des forces inférieures, que peu d'opérations de la guerre égalent en efficacité. Toutefois, Manstein combattit dans un théâtre et à une période qui ne lui imposèrent pas les mêmes niveaux de coordination à grande échelle que ceux que ses homologues soviétiques durent gérer simultanément. Il commandait des armées. Les grands commandants soviétiques de 1944 commandèrent des fronts composés de plusieurs armées coordonnées sur des opérations couvrant des centaines de kilomètres. Georgi Zhukov fut le seul commandant de la guerre à remporter des victoires décisives sur les 4 fronts stratégiques où il combattit. Khalkhin Gol contre le Japon en 1939, Moscou en 1941, Stalingrad en 1942 et Berlin en 1945. Alexandre Vassilievski coordonna simultanément la planification de l'opération Bagration en Biélorussie et de l'opération parallèle en Ukraine durant l'été 1944. Puis, en août 1945, il organisa la campagne de Mandchourie qui détruisit l'armée du Guandong en 11 jours. À aucun moment de sa carrière, une opération d'ampleur comparable à ses succès ne lui fut attribuée comme un échec. La culture de commandement allemande produisait d'excellents tacticiens et de brillants opérateurs au niveau de l'armée. La culture de commandement soviétique de 1944 produisait quelque chose de différent et de plus difficile. Des coordinateurs d'opérations multifronts capables de gérer 1 million de soldats ou plus dans des mouvements simultanés sur des fronts de 1000 km. Ce niveau de complexité n'avait d'équivalent dans aucune armée de la guerre. Tout verdict sur la meilleure armée de la Seconde Guerre mondiale qui n'intègre pas le coût humain payé par cette armée est un verdict incomplet. Et le coût payé par l'armée rouge dépasse toute échelle de comparaison historique. Les tableaux P et Q de l'annexe de Glantz et House indiquent que la Grande Guerre patriotique a coûté à l'Union soviétique au moins 29 millions de pertes militaires. Certains historiens révisionnistes portent ce chiffre à 50 millions lorsqu'on inclut les morts civiles directement attribuables aux opérations militaires. La famine causée par l'occupation et les exécutions de masse. Le déplacement de la population soviétique fut, en termes géographiques, équivalent à une occupation ennemie des États-Unis depuis la côte atlantique jusqu'à l'ouest du fleuve Mississippi. Des millions de soldats soviétiques capturés disparurent dans les camps de travail allemands et les usines de travail forcé, où ils mouraient à des taux supérieurs à ceux des prisonniers de guerre allemands en Sibérie. Des millions d'autres subirent des dommages physiques et psychologiques permanents. L'économie soviétique ne retrouva pas le niveau de vie de 1940, dans une population considérablement réduite, avant au moins 1952. Les ouvriers travaillaient des semaines de 74 heures pendant les années de guerre, vivant dans des baraquements non chauffés dans l'Oural et en Sibérie, produisant les chars et les avions que le front consommait à une vitesse brutale. Une femme travaillant dans l'usine de tracteurs convertie en production de chars à Tcheliabinsk, dans l'Oural, durant l'hiver 1942, avec des températures extérieures de moins 30 degrés et le toit de l'atelier ouvert au ciel faute d'achèvement de la construction,
effectuant un service de 12 heures avant de marcher 3 kilomètres pour retourner dans une pièce sans eau courante, paya pour la victoire un prix qu'aucune analyse d'efficacité tactique ne peut saisir. Cela ne change pas le verdict technique, mais cela le replace dans un contexte que la froideur analytique de l'étude de Dupuy, malgré toute sa rigueur méthodologique, ne peut atteindre à elle seule. La meilleure armée dans la dimension tactique fut la Wehrmacht. Ce jugement repose sur des preuves documentées et n'a pas été réfuté méthodologiquement. Une armée qui produit de manière constante de meilleurs résultats en combat direct que ses adversaires pendant 6 ans, sur 2 fronts radicalement différents, avec des moyens qui se dégradent progressivement. Face à des ennemis qui se renforcent selon la progression inverse, constitue le standard tactique de la guerre. La meilleure armée dans la dimension opérationnelle en 1944 fut l'armée rouge. L'opération Bagration, avec une supériorité de 13 contre 1 en artillerie et de 8 contre 1 en blindés, ne se gagne pas seulement avec plus d'hommes. Elle se gagne par la planification, la tromperie, la coordination de 4 fronts sur des axes divergents et une logistique capable de soutenir des percées de 600 km. Aucune autre armée de la guerre n'a exécuté quoi que ce soit d'équivalent en termes d'échelle et de résultats. La meilleure armée dans la dimension stratégique et systémique fut l'appareil de guerre américain. Sans sa production, ses camions, ses navires, ses bombardiers et son financement, l'issue finale de la guerre serait arrivée plus tard, avec davantage de morts et des frontières d'après-guerre probablement tracées sur les côtes de l'Atlantique. Et l'armée qui a décidé de l'issue de la guerre, qui a combattu le plus longtemps contre l'ennemi le plus puissant, en absorbant des pertes qu'aucune nation occidentale n'aurait supportées en tant que société organisée, fut l'armée rouge. Non pas celle de 1941, la plus grande armée du monde, détruite en quelques semaines par un adversaire plus petit. Mais celle de 1944 et 1945, celle qui a appris de ses propres catastrophes, reconstruit ses doctrines à partir des ruines, formé une nouvelle génération de commandants sous le feu réel et transformé une défaite totale en la plus grande victoire de l'histoire militaire du XXe siècle. Le verdict sur la meilleure armée de la Seconde Guerre mondiale ne tient pas en une seule réponse. Il en exige 4, une pour chaque dimension selon laquelle les armées se mesurent. Et parmi ces 4 réponses, celle qui détermine qui a gagné la guerre et comment elle a été gagnée appartient, sans contestation possible, à l'armée rouge.